On va s'intéresser maintenant à la détermination du potentiel d'une électrone, notamment dans le cas où les conditions ne sont pas standards. Au préalable, je vais reprendre à nouveau la pile Daniel, qui est mon exemple de référence dans le cours. Donc pour la fabriquer, je vous rappelle, on prend des ions Zn2+, avec des ions sulfate, une électrode de zinc, on fabrique donc une électrode de première espèce, du cuivre, de la même manière. On les relie par un pont salin. Et je vais me placer dans la situation où le conducteur que l'on place entre les deux est un voltmètre. Et étant donné que le potentiel standard du zinc est plus petit que le potentiel standard du cuivre, je vais placer ma borne com du voltmètre au niveau du potentiel le plus bas afin de mesurer une tension UPN qui soit positive ici et qui va correspondre au cas où I égale 0, puisque ici j'ai un voltmètre, à savoir j'obtiens la FEM, à savoir le potentiel de l'électrode de cuivre moins le potentiel de l'électrode de zinc. Bien, on a une écriture conventionnelle pour la pile qui est ainsi fabriquée, qui est la suivante. On commence par le potentiel au COM, à savoir ici c'est le zinc, c'est le connecteur métallique. Ensuite, il suffit de suivre le sens du courant s'il était différent de 0. On arrive dans la solution de Zn2+. Parfois, on peut préciser d'ailleurs la concentration utilisée. Ensuite, le pont salin. On met un double trait. Puis, on arrive dans la solution de Cu2+. Et enfin, le connecteur métallique en cuivre. Et on peut, si on les connaît, préciser du coup les polarités. Voici l'écriture conventionnelle d'une pile en tenant compte de l'aspect chimique. Bien, maintenant, pour mesurer le potentiel de l'électrode de cuivre, le plus simple, c'est de mesurer une FEM, mais en utilisant comme seconde électrode une électrode standard à hydrogène. Je vous rappelle que dans les faits, on utilise autre chose comme électrode de référence. J'aurai l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. Je ne vais pas préciser outre mesure la conception de l'électrode standard à hydrogène, je l'ai fait précédemment. Voilà. Ainsi, on obtient un potentiel qui est ici le potentiel de l'électrode standard à hydrogène qui vaut donc 0. On retrouve la manip qui vous a été proposée dans la vidéo précédente. Sauf que là, je vais me placer à une concentration en cuivre quelconque. D'un point de vue purement expérimental, si on fait cette manip, on se rend compte que le potentiel de l'électrode de cuivre varie de manière affine avec la concentration à condition qu'on prenne le logarithme de la concentration. Et ainsi, on se retrouve avec une croissance positive, une ordonnée à l'origine qui n'est autre que le potentiel standard, et en l'occurrence pour ce couple, une pente qui vaut 0,03 volts, puisque le log renvoie aucune unité, l'ordonnée est en volts, donc on obtient effectivement 0,03 volts. Monsieur Nernst, chimiste du début du XXe siècle, a montré la relation suivante, à savoir que le potentiel de l'électrode de cuivre, que l'on note encore potentiel du couple Cu2+, Cu, est égal au potentiel standard du même couple plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons échangés dans le couple, en l'occurrence ici 2,
fois le logarithme de la concentration en Cu2+. Le nombre d'électrons échangés correspond ici à 2. Son étude complète, d'un point de vue théorique, a montré la chose suivante. Que lorsqu'on dispose d'un couple oxydant-réducteur, qui est tel que l'oxydant échange N électrons avec le réducteur. Pour être encore plus général, je vais utiliser des nombres stoichiométriques différents pour l'oxydant et le réducteur. On montre alors que le potentiel du couple est égal à son potentiel standard plus un facteur de proportionnalité qui est, d'un point de vue théorique, la constante des gaz parfaits, qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs constante thermodynamique, la température exprimée en Kelvin, divisée par le nombre d'électrons échangés que l'on retrouve ici, divisé par le Faraday, est multiplié par le logarithme, le logarithme népérien de tout ce qu'il y a du côté des oxydants, à savoir l'oxydant, et plus particulièrement l'activité de l'oxydant à la puissance son nombre stoichiométrique, et ici l'activité du réducteur à la puissance son nombre stoichiométrique. Cette formule est appelée formule de Nernst. Je ne vais pas vous demander de la prendre explicitement sous cette forme. On va plutôt insister sur un apprentissage lié à des considérations pratiques. En effet, dans le cas où on se situe à 25 degrés Celsius, et dans le cas où on utilise plutôt le logarithme en base 10, il y a une autre écriture qui est la suivante, à savoir que le potentiel de Nernst est égal au potentiel standard plus 0,06 volts divisé par le nombre d'électrons échangés et multiplié par le logarithme en base 10, excusez-moi, de l'activité de l'oxydant à la puissance alpha divisé par l'activité du réducteur à la puissance bêta, son nombre stoichiométrique. Voici la formule que je vais vous demander d'apprendre par cœur. Et formule qui sera démontrée dans votre cours de thermochimie de deuxième année. Juste pour la mémoire, donc pour utiliser un petit moyen mnémotechnique, je vous rappelle que l'oxydant, c'est l'accepteur d'électrons, et que le réducteur, c'est le donneur d'électrons. En acido-basicité, on a l'acide qui est susceptible d'être transformé en base en libérant des H+. Je vais l'écrire comme ceci. À savoir que l'accepteur de protons, c'est la base, et le donneur de protons, c'est l'acide. Si on compare l'écriture de Nernst à la formule de Henderson, on a alors le pH qui est égal au pKa, une constante qui est caractéristique du couple, plus le logarithme de la concentration en base sur la concentration en acide.
à savoir ici le logarithme du rapport de la concentration en accepteur sur la concentration en donneur. Mais là, vous avez la même chose. Vous avez au numérateur tout ce qui concerne l'oxydant, donc l'accepteur, et en dessous, tout ce qui concerne le réducteur, donc le donneur. Donc c'est toujours accepteur sur donneur dans le logarithme en base 10. Vous avez un coefficient 1, alors que là, vous avez un coefficient 0,06 sur n. Vous avez à nouveau ici une constante thermodynamique qui caractérise le classement des couples. Et puis, eh bien, là, en fonction des concentrations, le pH de la solution varie. Et là, en fonction des concentrations, le potentiel de l'électrode varie. Donc, vous avez quelque chose de très analogue et qu'il va falloir exploiter pour mémoriser la formule de Nernst. On va voir maintenant quelques applications de cette formule de Nernst. Reprenons le cas du cuivre, donc d'une électrode faite de première espèce. La première chose qu'il faut faire, c'est écrire la demi-équation qui correspond au couple en précisant spécifiquement les états physiques. Donc le cuivre ionique en solution aqueuse est associé au cuivre métallique qui est un solide. Ainsi, l'activité du cuivre correspond à sa concentration divisée par une concentration de référence à 1 mol par litre. Et l'activité du cuivre solide vaut 1. En conséquence, le potentiel de l'électrode de cuivre, eh bien, c'est E0, le potentiel standard à 0,34 volts, plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons échangés, ben, c'est 2, fois le logarithme en base 10 de la concentration en Ci2+, divisé par C0, ça c'est l'activité de Ci2+, le coefficient stoichiométrique vaut 1, donc la puissance vaut 1, et divisé par 1, qui correspond à l'activité du cuivre. Ainsi, on peut écrire que ça nous donne E0 plus 0,03 fois le logarithme de la concentration en Ci2+, à condition d'exprimer la concentration en Ci2+, en mol par litre obligatoire. Voici pour le potentiel de l'électrode de cuivre. Ainsi, on se rend compte qu'à 1 mol par litre, donc dans les conditions standards, le logarithme donne 0 et on retrouve bien le potentiel qui correspond au potentiel standard. Si la concentration est plus faible, eh bien, on a alors le potentiel qui diminue. À savoir, chose ici importante, si la concentration en oxydant ionique diminue, le potentiel, effectivement, diminue également. Ainsi, un oxydant qui est moins concentré est forcément moins fort en termes de pouvoir oxydant. Donc si vous voulez vraiment oxyder une espèce, il faut que l'oxydant soit quand même en quantité notable, ce qui est assez logique, effectivement. Bien.